Prochaine invitée, on s'en va dans un autre registre. Elle est douce, de ce qu'on connaît. Peut-être qu'elle ne l'est pas dans le quotidien. Je ne le sais pas, je la connais à peine. Mesdames et messieurs, un maximum de bruit pour Mélanie Boulay. Mélanie Boulay, est-ce que tu nous entends? Ah, là, c'est toi qu'on n'entend pas. Attends une minute. Hey, ça, c'est magnifique quand ça arrive. Ton micro est sur mute. Alors, à la régie, on me dit micro est sur mute. Attends une minute, je vais essayer de te dire quoi faire. Tu t'en vas dans Cam, Mike en bas. Clique. Et voilà! Mélanie. Non, j'ai vraiment eu l'air d'une mamie. Ben non, arrête, là, c'est pas grave, là. Je pense que le confinement, ça a été rempli de gens qui se disent ça. Hey, pense que t'es sur mute. Hey, Hélène, pense que t'es sur mute. Hey, Hélène, moi, ça bug. C'est l'enfer. C'est l'enfer pour moi parce que je suis la personne la moins technologique au monde. Là, demande 2 secondes, je branche mes écouteurs puis je suis à toi. Voilà. Est-ce que tu m'entends? Hey, on t'entend à la merveille. Super. Quelle voix. Mélanie Bonjour. Boulay. Bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Super bien. Écoute, on a juste 15 minutes. J'ai un micro qui... On a juste 15 minutes et puis j'ai le ministre de la Famille après. Puis il faut pas que je dépasse. C'est ça que mon gars de régie me dit. Il me dit, l'arrête avec ta grand gueule de gars qui veut toute l'attention. Je suis un humoriste, je suis comme ça, un peu narcissique. Je veux qu'on m'écoute. Alors, Mélanie, jeune maman qui fait de la tournée, qui a un copain qui fait de la tournée. Le confinement a quasiment été une bénédiction pour être en famille à temps plein à la maison ou tu l'as davantage vu comme un défi? Ça a été tout ça. Ça a été tout ça en même temps. Ça a été des montagnes russes. Je pense que le confinement a commencé plus difficilement qu'il s'est terminé. OK. En fait, on est encore un peu en confinement. Là, si on veut, mon fils n'a pas repris la garderie à temps plein. Mais en même temps, je pense que si je le regarde avec du recul, ça a été une bénédiction parce que moi, j'avais besoin de reconnecter avec mon fils. J'écoutais Pierre tantôt qui parlait de culpabilité. On dirait que c'est vraiment le sujet principal au sein de la parentalité. Là, la culpabilité, on s'en sort pas. Moi, le fait d'être en tournée, ça me provoque beaucoup de culpabilité. Est-ce que tu es du genre à te dire, si je suis en tournée, je me sens coupable de ne pas être à la maison, puis quand tu es à la maison, tu te sens coupable de ne pas pousser ta carrière? As-tu ce feeling-là? Ouais, ben je suis le genre de personne à pas être capable d'être en place très, très longtemps. Mais en même temps, c'est sûr que l'horaire de tournée puis ma vie de famille, je trouve ça compliqué quand même à concilier. La conciliation travail-famille, c'est pas encore on point chez nous pour moi. Et donc, tu baignes dans cette culpabilité-là de parent? Ah, tout à fait, totalement, à 100%. J'avoue. Excellent. Et là où je veux aller avec toi, c'est sur cette paternité-là 2.0. Et là, la raison pour laquelle j'ai demandé à ce que ça soit toi, parce que je t'ai entendu en entrevue, je t'ai tellement trouvé intelligente, intéressante. J'aimais les points que tu amenais et je me suis dit, hey, ça serait le fun dans la semaine de la paternité qu'on aborde ce sujet-là. Je veux savoir comment était ta grossesse. Ma grossesse a vraiment été... Tu le sais. Je sais, c'est parce que je veux que je veux que les gens... Je veux que les gens... Tu veux que les gens ils comprennent un peu le contexte. Qu'une grossesse, c'est pas tout le temps beau. Puis moi, c'est ça que je trouve beau de toi et de ton histoire. Je trouve ça magnifique quand t'en as parlé. Ma grossesse, ça a été vraiment de la merde, honnêtement, du début à la fin. En fait, je me souviens d'avoir voulu vraiment être enceinte. Là. C'est pas comme si... C'était pas comme si c'était une bad luck qui m'arrivait. Je voulais que ça m'arrive. J'avais hâte d'être enceinte. Je voulais un enfant. Sauf que les hormones ont vraiment eu un effet catastrophique sur mon humeur. Puis sur ma santé physique aussi. J'ai dû canceller une partie de la tournée parce que j'avais des problèmes aux jambes. Puis c'était une partie de la tournée qu'on faisait en duo. Fait qu'il fallait que je joue de la guitare avec ma grosse bédaine. Puis en même temps, je jouais du kick drum avec mes jambes. Puis je jouais des perks avec mes bras. Puis c'était vraiment... Puis 5 minutes avant de monter sur la scène, j'avais des contractions, genre à 30 semaines. Puis je dormais pas bien. Puis c'est ça, j'avais vraiment des gros up and down. Puis même j'ai passé les dernières semaines de ma grossesse dans mon lit, là, vraiment, vraiment déprimée.
Puis j'ai eu un accouchement de marde aussi, là, vraiment, genre 40 heures, descente de vessie après. Ça m'a pris des mois à m'en remettre. Tu sais, pour vrai, j'ai encore des séquelles physiques de cette grossesse-là. Et t'es une Jedi, parce qu'on s'est parlé à quelques reprises. Je sais que tu parlais à Léa, ma blonde. Ouais. Vous parliez de ça. Et Léa, elle, c'était à l'inverse. Tout allait bien. Elle a eu quelques complications, mais jamais, tu sais, au même point que toi. Et je t'ai adoré en entrevue quand tu disais, hey, une grossesse, c'est pas tout le temps beau. Là, c'est tout le temps comme. Ouais. Ce qu'on voit de la grossesse, c'est tout le temps ces moments-là parfaits de cette parentalité-là, de photos en noir et blanc, de monde en t-shirt blanc avec une main sur une bédaine. Puis tu fais, c'est pas nécessairement ça. Il y a des défis. Et ce qui m'amène à là où je veux en venir, qui est le peu que je connais Guillaume, qui est ton chum, il devait prendre soin du mieux qu'il pouvait pendant ce temps-là de toi. Il y a plein de jeunes papas, sûrement, qui nous écoutent en ce moment, que leur blonde est enceinte, puis qui risquent d'avoir des complications. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gars-là qui, eux, font, c'est son affaire, elle est enceinte? Oh mon Dieu, Seigneur! Ben, premièrement, je pense que c'est important quand tu es un papa de prendre conscience que tu deviens papa en même temps que ta blonde tombe enceinte. Moi, il y a une affaire que j'aimerais revivre, en fait. C'est que moi, tu sais, quand une femme tombe enceinte, c'est sûr que la première chose qu'elle a envie de faire, c'est de se mettre à s'intéresser à faire des recherches sur la grossesse, qu'est-ce qu'elle vit au quotidien. Elle fait des lectures. Moi, j'avais des livres, je lisais à tous les jours. Je savais où est-ce que j'en étais rendue exactement dans ma grossesse à chaque jour. Je savais mon bébé avait l'air de quoi dans mon ventre. Mais tout ce 9 mois-là qu'on passe en tant que femme enceinte, le gars, lui, il n'est pas là. Il n'est pas avec toi à ce moment-là. Il attend un peu que le bébé vienne au monde. Ce que je dirais à n'importe quel papa, là, ou en fait n'importe quel futur papa, c'est commence à t'intéresser à ton bébé à partir du moment où ta blonde t'annonce qu'elle est enceinte. Fais les lectures avec elle, parce que si tu le fais pas, ta blonde va tellement prendre une longueur d'avance sur toi que dès que ton bébé va venir au monde, tu vas déjà te sentir dépassé. Tu vas déjà sentir qu'elle a une longueur d'avance sur toi puis tu peux pas la rattraper. Je trouve ça magnifique ce que tu dis. Je trouve ça magnifique. Seb Diaz en a glissé un mot tantôt où il disait justement que lui, il a rushé. Il y a eu un genre de postpartum parce que lui, il a réalisé qu'elle allait avoir un enfant la journée qu'elle a accouché. Puis qu'il a fait shit, tu sais, oh shit, tu sais, que j'ai pas réalisé que c'était tout ça, tu sais. Et moi, c'était l'inverse. Je venais d'une famille de 5 enfants, je suis le plus vieux, j'ai vu ma mère avoir des enfants. En popper un après l'autre là, pendant un bout de temps. Et je la vénérais parce que mon père travaillait, fait que c'est moi qui donnais un coup de main. Fait que quand moi, Caro est tombée enceinte, j'étais le seul dans mes amis. Non, pas le seul. J'ai un autre ami aussi qui est super impliqué. Puis c'est pas un reproche que je fais à mes chums de gars, mais c'est juste un wake-up call de « Hey, le monde riait de moi parce que je lisais un livre sur qu'est-ce qui se passait, les shit dans le ventre de ma blonde. » Tu fais « Ben moi, je trouve ça intéressant. » Ben c'est pas pour un bravo que je dis, c'est vraiment juste faire « Hey, gars, ça fait partie de tes responsabilités que de faire ça. » Parce que la journée que ta blonde a fait « Hey, mon nerf sciatique est coincé, tu fais pas pendant 10 minutes, c'est quoi ça, man, le gros, ton nerf sciatique? » C'est ça, tu sais, puis t'aimes ça aussi quand t'es une femme de te faire rapporter du réconfort sur ce que tu vis, justement. Tu sais, moi, j'aurais... Ben, tu sais, mon chum me massait les pieds aussi à tous les jours parce que j'avais très mal. Genre, c'est un autre bon conseil à donner aux gars. Mais oui, j'aurais aimé ça me faire challenger, me faire dire comme, hey, tu sais quoi, peut-être que c'est ça. J'ai lu telle affaire, je pourrais t'apprendre tel truc, on pourrait essayer telle affaire. Puis je pense qu'il y a beaucoup de la charge mentale, en fait, qui commence justement au moment où la fille elle tombe enceinte puis qu'elle est déjà en train de faire elle veut comprendre qu'est-ce qui se passe dans son corps, évidemment. Donc elle s'informe. Mais les gars, informez-vous aussi, au même moment. Et la charge mentale, comme tu l'as super bien dit, elle commence pas la journée qu'il y a des couches puis la nuit puis qu'il ne fait pas ses nuits. La charge mentale commence la journée, c'est 9 mois avant, mon chum. Fait que, tu sais, ça vient avec. Good call. Et qu'est-ce que ça prend d'après toi pour être un bon papa 2.0? Versus les papas des années 80-90 qui étaient pourvoyeurs ou qui s'en allaient ou qui se foutaient de tout. Mais pas qui se foutaient de tout. Je dis pas que c'est tous les papas, mais soyons honnêtes, ça a été ça pendant longtemps. Et là, on a une génération de papas, un peu comme je suis persuadé Guillaume Lé avec toi, qui font, ben moi, je fais partie de l'éducation, mais c'est quoi que ça prend
Mais écoute, moi comme tu semblais dire tantôt, moi aussi, je viens d'une famille, les gars, ils sont dans le salon en train de boire un verre pendant que les filles sont à la cuisine, en train de faire à manger pour tout le monde. Puis là, tu sais, je lâche au souper une petite joke, genre, bon, ben les femmes ont fait à manger, fait que les hommes vont faire la vaisselle après souper. Puis là, tout le monde part à rire comme si c'était, je viens de faire une bonne blague. Mais mon chum, il vient d'une famille, mais je dirais pas non conventionnelle parce qu'il vient quand même d'une famille conventionnelle, mais son père s'est beaucoup occupé de lui pendant que sa mère travaillait même parfois. Fait que c'était lui qui restait à la maison avec les enfants. Je pense qu'il y a eu ce modèle-là de papa présent. Donc, présence. Fait que, mettons, je prends des notes, là, parce qu'à la fin, je vais récapituler avec les gars qui leur blonde est enceinte puis qui pensent qu'ils en font assez. Puis que tu fais, non, buddy, c'est le début de l'aventure. Tu sais, avant la présence, je pense qu'il y aurait l'écoute, là, parce que, tu sais, moi, le nombre de fois où j'ai pété des coches parce que j'avais l'impression d'avoir tout le poids du monde sur mes épaules. Puis des fois, j'avais pas raison même. Puis mon chum, il était patient, puis il m'écoutait. Puis il voulait faire mieux. Il voulait être le meilleur papa possible. Autant pour moi que pour mon fils. Puis, tu sais, moi, je le vois aujourd'hui, c'est formidable parce que je suis pas la figure d'attachement principale de mon enfant. Mon chum l'est aussi. Il y a eu même des moments où ça me choquait de voir parce que moi, j'ai été élevée pour être une bonne petite mère, tu sais. Dès que j'étais toute jeune, on m'a mis une poupée dans les mains, on m'a dit « Tu vas prendre soin de toi, il faut que tu cares. » Tu sais, c'est ça ton rôle en tant que femme. Fait que c'est sûr que je suis comme un peu à la croisée des chemins d'une génération un peu vieille et désuète et la nouvelle génération 2.0 dont tu fais allusion. Fait que moi-même, je suis encore en train de souvent tomber dans des vieux réflexes. Dans des patterns. J'ai besoin aussi. Exactement. Puis j'ai besoin de mon chum pour me ramener à l'ordre puis faire comme « Hey, ça, on peut le partager, on peut splitter cette tâche-là, on peut partager, t'as pas besoin de penser à tout, fais-moi confiance. Je suis capable d'en prendre moi aussi, tu sais. » Fait que je pense qu'il y a, bon, mettons, pour revenir au point, là, on parlait d'écoute, mais aussi d'être avenant. Je sais, c'est-tu le bon mot? Je comprends. De prendre ce leadership-là, de ne pas se le faire donner, de savoir pogner la POC quand c'est à toi, chum. Ouais. Exact. Et quelque chose que j'ai aimé aussi, c'était dans tes patterns. J'ai réalisé que moi, mon père, même si c'était le rôle du pourvoyeur et tout, et je l'ai vu évoluer parce qu'on est 5 enfants. Et tu sais, quand on dit confronter des gens, des fois, ça peut faire évoluer des choses. Mon père, on l'a confronté sur beaucoup de choses. Puis aujourd'hui, il approche la soixantaine, c'est le gars qui évolue le plus. Donc, pour moi, c'est un modèle magnifique que même à 60 ans, le bonhomme peut changer. Et tu sais, chez nous, depuis que je suis petit, mon père est mauvais cook. T'sais. Fait que lui, c'était pas parce qu'une femme, faut qu'elle fasse à souper. C'est quand il le faisait, asti, c'était pas mangeable. Il l'a pas. Et par contre, chez nous, de la façon que ça fonctionnait, t'as pas le droit de prendre une bouchée de ta bouffe. On est 5 enfants, là. Ma mère servait les assiettes, là, avec ma sœur, mettons, ou moi. Et t'avais pas le droit de prendre une bouchée tant que maman est pas assise. Et là, tout le monde attendait que maman soit assise. Et si... Mettons, ton chum, ta blonde, il demandait les 5, on avait des chums, des blondes. Il y a toujours eu beaucoup de gens chez nous. On est 14 autour de la table. Et si mon père voyait quelqu'un prendre une bouchée avant que ma mère soit assise, c'était « Hey, prends pour qui, toi? » Ben, là, des fois, hey, j'ai oublié de dire à ma blonde, excuse-moi. Ta blonde, ça sent mal, mon père a comme pas de tac dans la vie. C'est une qualité, c'est comme le défaut de sa qualité, la qualité de son défaut. Tu fais « Hey, tu manges pas, c'est pas assise, là, c'est quoi? C'est un chien, elle? » Là, tu fais... Tu sais, c'était rock, mais moi, aujourd'hui... Inconsciemment, on est comme ça chez moi. Et ma blonde m'attend pour souper. Jamais on peut manger les 4 ensemble. Et mes 2 petits bonhommes, dont 2 ans et demi, Jules, il va avoir sa petite cuillère dans ses mains et il attend que son parent soit assis pour commencer à manger. Et l'autre fois, j'ai juste dit à Xavier, « Hey, mange, ça va être froid. » Puis il a fait, « Ben non, Léa a tout préparé. Je peux pas... » Puis j'ai fait, « Oh mon Dieu, c'est fou comment est-ce que... » On n'est pas obligé de dire quoi faire à nos kids. On est l'exemple. On est l'exemple. On peut montrer des patterns à nos enfants. Et bien, je trouvais ça... C'est un parallèle que je faisais avec ton truc de famille, de joke, de « Hey, on fait la vaisselle! » Puis chez nous, si tu fais pas la vaisselle après souper, c'est comme... C'est impensable. C'est comme... C'est un travail d'équipe ici, c'est de la coparentalité. Fait que j'ai vécu avec ce modèle-là de coparentalité ensemble. Donc, j'ai de la misère à comprendre ceux qui
ne l'exerce pas, mais je sais que c'est un gros problème. Et ce qui est le fun, c'est que, je le répète encore, la statistique qui m'a le plus jeté à terre, c'est que 76% des familles, dans le sondage qu'on a fait, sont rendues à justement dire, ben non, c'est une question de coparentalité, la parentalité aujourd'hui. Fait que c'est le 3/4 des familles, c'est énorme. Je la trouve complètement folle. C'est énorme comme statistique, Mel, de voir que 76% des familles sont rendues. Pour vrai, on dirait, j'ai comme de la misère à y croire, mais je te crois. Et c'était sur 1000 papas, 1000 mamans qui ont été interrogés la semaine passée. Il y a un... Allô? Y a-t-il un bug en ce moment? Je ne sais pas s'il y a un bug en ce moment, mais je vais y aller avec ma dernière question. J'en ai deux. On fait ça bien vite parce que là, on me dit que le ministre est prêt. Si tu avais une question justement à poser au ministre de la Famille, aurais-tu quelque chose à lui demander? Ça peut être pas nécessairement sur sa job, ça peut être n'importe quoi. Ah mon Dieu, ben je pense que la question que je lui poserais, c'est quand est-ce qu'on va rémunérer convenablement les éducatrices en garderie qui prennent soin de nos enfants. On l'a vu en confinement, là, à quel point c'est de la job de s'occuper d'un enfant à temps plein. Ces gens-là, ils élèvent nos kids souvent, ben pas à notre place, là, mais en tout cas, ils partagent au moins 50% de la tâche. Nos jeunes vont devenir les adultes de demain. C'est tellement important, c'est tellement une tâche qui est difficile, qui est primordiale. Puis je pense que ces gens-là méritent de meilleurs salaires. Eh bien, je m'en vais y poser cette question-là, Mélanie, avec grand plaisir. Et j'avais une dernière question, là. J'avais comme trop de feuilles sur ma table. Attends une minute. Et qu'est-ce que tu souhaites aux familles du Québec de demain? Qu'est-ce que je souhaite aux familles du Québec de demain? Ben, je souhaite plus d'égalité encore, parce que je pense que même s'il y a plein de beaux papas, il y en a encore qui ont des petites croûtes à manger. Mais j'ai confiance. J'ai l'impression que les oreilles sont plus ouvertes que jamais. Puis oui, plus de respect, plus d'équité, plus d'égalité, puis moins de culpabilité. Oui. T'es merveilleuse. Chaque fois que tu parles, t'as l'air de te sentir beaucoup coupable, mais je crois qu'on est beaucoup d'artistes comme ça. Je pense que quand on est des créatifs, on réfléchit trop, tout simplement. Et on a aussi des horaires complètement atypiques. Oui. Hey, fun fact pour le public, savais-tu, je sais même pas si tu le sais, on a déjà fait un show ensemble. Hein? Oui. En 2012, le pire mix qu'on peut imaginer, c'était Contre le gars avec les Sœurs Boulay. C'était en 2012 à l'église du Toit-Rouge. Vous passiez tout de suite après nous. Puis vous vous étiez fait tout voler votre stock dans vos poches après le show. C'est donc bien drôle. C'est Sarah Bourdon qui me racontait ça cette semaine. Elle est venue super à la maison. C'est une amie qu'on a en commun. Et Sarah me disait, oui, c'est la fois qu'on s'était tout fait voler nos affaires dans la loge. Fait que j'ai appris que vous étiez fait voler. Il y a du monde dans les musiciens. Je sais pas si c'est Philémon, si vous autres, c'est pas toi. En tout cas, il y a du monde. On avait des artistes invités avec nous. Il y avait Sarah Philémon, il y en avait une couple d'autres. Et bref, j'avais trouvé ça très drôle parce que c'était contre le gars, puis tout de suite après, c'était les Sœurs Boulay, la chose la plus improbable au monde, de nous mettre les deux dans une église, back à back. Alors, je peux dire, j'ai déjà fait de la scène avec les Sœurs Boulay, qu'on aime beaucoup à la maison. C'est incroyable. Vive le ZooFest pour faire des aussi beaux mélanges. C'était tellement le fun à faire. On n'était pas tant bien payés, mais on avait du plaisir. Hein? C'était cette époque-là. Ah oui, tout à fait. Alors, je t'embrasse. Je salue Guillaume, ton copain et votre enfant. Et amusez-vous. Vous êtes des beaux parents. Et puis, hop, ça bug. Ça bug. Hello, hello. Tout est weird. Tout est weird. J'ai manqué ta dernière phrase, mais bye-bye. Hey, bye. L'invitation. Je t'embrasse. À la prochaine. Salut. À la prochaine. Ouais, tout ça était weird. Ça a fini comme j'avais une voix de Robocop. Je sais pas si vous en êtes rendu compte. C'était juste moi ou... Bref.